Bonjour, ici Hélène Gagné. Quand je parle de planification successorale avec mes clients, on parle bien sûr d'assurance vie, on parle aussi des meilleurs moyens de réduire les impôts au décès. Mais la meilleure planification successorale ne sera jamais efficace si votre testament n'est pas notarié et à jour. Alors, pour nous renseigner sur l'importance d'avoir ce document légal fort précieux à jour, j'ai invité aujourd'hui le notaire Philippe Lapointe, qui pratique au sein de l'étude Lapointe-Bumélis. Bonjour Philippe et bienvenue. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. En quoi est-ce si important d'avoir un testament notarié? En fait, avant de répondre à cette question, je crois qu'il est important de venir mentionner les formes de testament qui sont reconnues au Québec. Donc, il y a le testament holographe, écrit de la main du testateur et signé par ce dernier. Il y a le testament devant témoin, qui peut être écrit à la main ou par moyen technologique et signé par le testateur en présence de deux témoins. Et le testament notarié, qui est finalement reçu devant un notaire avec un témoin. Et ce n'est que ce dernier document, ce testament notarié, qui peut être applicable au moment du décès sans vérification judiciaire. D'accord. Puis, pour le testament notarié, est-ce qu'il y a différents types de testaments notariés? En fait, étant donné que c'est un document qui s'adapte à la situation de chacun, il y a autant de testaments qu'il y a de personnes. Toutefois, au point de vue juridique, il y a deux types de testaments. Il y a le testament dans lequel le testateur va léguer, donc donner ses biens au moment du décès, en pleine propriété aux personnes qu'il désire. Il y a également le testament où le testateur veut aller plus loin que son décès, et à ce moment-là, on va appeler un testament fiduciaire dans lequel le testateur va transmettre ses biens dans une fiducie, un patrimoine fiduciaire qui sera administré par des gens de confiance au bénéfice des personnes qu'il veut avantager. Alors, si on revient sur le testament par lequel la personne va donner ou va léguer directement de ses biens à ses héritiers, qu'est-ce qui doit être prévu ou qu'est-ce qui doit être évité dans cette forme de testament-là? En fait, comme vous le savez, le testament est un document dans lequel vous venez identifier finalement les personnes à qui vous voulez léguer vos biens. Et le notaire est la personne qui va finalement vous orienter et vous suggérer dans le type de legs, dans la façon de léguer vos biens, pour finalement permettre une certaine flexibilité lors du règlement de votre succession, mais également pour réduire les impôts. Car ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au moment du décès, on vend tous nos biens à la juste valeur marchande. Il y a certaines exceptions reliées aux biens, telle la résidence principale qui est transmise sans imposition. Mais il y a également des biens, tels les REER ou les FER, qui, s'ils sont transmis à certaines personnes, donc aux conjoints, font en sorte qu'il n'y a pas d'impôt payable immédiatement, donc un roulement fiscal qui sera finalement opéré à ce moment-là. D'accord. Et quand on parle des testaments qui prévoient des fiducies, on a souvent l'impression qu'il faut être vraiment très riche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le cas? En fait, non, pas vraiment. Ce n'est pas par rapport au niveau de l'actif du testateur que l'on va décider si un testament avec fiducie est nécessaire. C'est plus finalement selon la volonté du testateur, qu'est-ce que le testateur veut faire? Est-ce qu'il veut protéger ses actifs au-delà de son décès? D'accord. Bien, pouvez-vous me donner des exemples où ce serait pertinent de prévoir des fiducies dans le cadre, à l'intérieur du testament? En fait, ça peut être lorsque le testateur veut avantager son conjoint durant sa vie, mais qu'il veut que ses biens, à la fin, donc au décès du deuxième de son conjoint, puissent aller à ses enfants et finalement faire en sorte que le conjoint ne peut pas tester sur ses biens pour les envoyer dans sa propre famille. Il y a également la situation où le testateur qui a des enfants majeurs qui ont peut-être des troubles de comportement ou qui consomment de la drogue. À ce moment-là, le testateur va pouvoir prévoir dans ses dispositions testamentaires une fiducie, donc une protection d'actifs qui sera administrée par des gens de confiance au bénéfice de ses enfants à problème. D'accord. Et il y a beaucoup de conjoints de fait ou qui sont reconnus ainsi au plan fiscal qui tiennent pour acquis qu'advenant le décès de l'un d'eux, bien, le conjoint survivant va hériter automatiquement. Est-ce que c'est le cas? En fait, non. En droit québécois, à part certaines exceptions dans certaines lois, lorsque l'un des conjoints de fait décède, le conjoint survivant n'a droit à aucun bien, sauf s'il y a un testament de rédigé.
En pratique, l'on voit souvent donc un couple uni en union de fait qui ont une résidence principale et ils me disent, bon, c'est notre seul bien et de toute façon, nous avons une hypothèque qui est assurée. Donc, si un des conjoints de fait décède, à ce moment-là, la part de mon conjoint décédé viendra dans mon patrimoine automatiquement et l'hypothèque sera payée en prime. Toutefois, s'il n'y a pas de testament et que le conjoint qui décède a des enfants, donc la part de propriété va être dévolue aux enfants de ce conjoint décédé. Et si les enfants sont mineurs, en plus, ce sera l'ex-conjoint qui va administrer avec le nouveau conjoint la résidence principale, ce qui est un problème majeur. Effectivement, ça peut être un problème majeur. J'ai aussi beaucoup de clients qui ont des enfants qui vivent à l'étranger. Est-ce que ces enfants-là peuvent être liquidateurs de la succession de leurs parents? En fait, c'est à éviter. Lorsque l'on nomme des liquidateurs qui sont non résidents canadiens, ça peut faire en sorte que la succession pourra être imposée dans plusieurs pays. Donc, pour éviter cette double ou triple imposition, à ce moment-là, il est important de nommer des liquidateurs résidents canadiens. D'accord. Et il peut arriver que quelqu'un a fait son testament notarié il y a 15-20 ans et puis que le testament reflète toujours les volontés du testateur. Est-ce qu'il y a lieu de le changer? Est-ce qu'on doit modifier ce document-là à cause du temps qui a passé? Oui, en fait, l'objectif premier du testament est de simplifier l'exécution du règlement de la succession. Et étant donné que le droit en matière testamentaire a évolué depuis les 20 dernières années, il est probable que votre testament relativement aux personnes que vous voulez avantager soit toujours valide. Donc, c'est vraiment encore les bonnes personnes que vous voulez avantager, donc qui sont nommées à votre testament. Toutefois, le testament pourrait finalement ne pas prévoir certaines clauses qui vont simplifier finalement l'exécution du règlement de la succession. Donc, ils vont faire, en prenant un exemple, vont permettre au liquidateur, donc l'exécuteur testamentaire, d'aller vendre des biens. Donc, dans les anciens testaments, ce n'était pas prévu. Donc, à ce moment-là, le liquidateur devait demander aux héritiers l'autorisation de vendre. Et lorsqu'un héritier refusait, à ce moment-là, on devait aller devant le tribunal. Ce qui fait en sorte que ça complique finalement le règlement de la succession et ça augmente les coûts. Oui. Bien, un grand merci, Philippe, de nous aider, de nous éclairer par rapport à cet aspect-là important de la planification successorale. En résumé, assurez-vous d'avoir un testament notarié qui évolue en même temps que votre situation personnelle, votre situation familiale et financière. Vous allez mieux respirer ensuite. À la prochaine.